Je vais vous parler un peu de l'après-Covid. Je vais pas m'étendre lourdement sur le sujet parce que je pense que vous en avez tous entendu parler et je pense qu'on vous en a rabattu pas mal des oreilles de cette affaire Covid. Mais néanmoins, ça nécessite quand même quelques explications. Alors déjà, toute cette affaire Covid-19, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le sommet de l'iceberg. Ça veut dire que je rencontre beaucoup de gens pour qui ça les a touchés beaucoup, énormément, au sein de leur famille, etc., ou au sein d'amis, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais néanmoins, ce n'est pas arrivé là tout à fait par hasard. Mais ça, je vais y revenir un petit peu après. C'est arrivé parce que c'était soigneusement un plan calculé, préparé depuis quelques décennies déjà, pour qu'effectivement ça se déchaîne comme ça s'est déchaîné. Alors, rapidement, c'est assez étonnant quand même qu'une majorité de la population, et pas uniquement la population française d'ailleurs, que ce soit une population quasiment mondiale, à part l'Afrique, qui n'a pas trop obéi à tout ce délire, je dirais, sanitaire. C'est un peu étonnant qu'une majorité de la population ait obéi vraiment sans trop se poser de questions. Obéi à, je vois, alors pour le cas de la France, puisque maintenant je vais revenir un peu à la France, c'était assez intéressant quand même. On s'est tous signés à soi-même, on a tous été obligés plus ou moins de se signer à soi-même une attestation de sortie. Ça m'a fait penser quand j'étais encore gamin. Monsieur, madame, je peux sortir, s'il vous plaît? Mon Dieu, oui, mais oui, mon garçon, tu vas pouvoir sortir parce que tu es un bon petit. Et donc là, il a fallu signer une attestation. Ça, j'ai quand même trouvé ça assez incroyable. Ensuite, on a eu droit à tout un tas de délires, malheureusement délires entérinés par un gouvernement aux ordres. On a eu droit à un port du masque obligatoire. Alors, une petite anecdote concernant ce masque, et d'ailleurs on le traite, à mon ami Jean-Loup et moi, dans notre livre Covid-19. Ça a été analysé par l'AFNOR, que vous connaissez tous. Je ne vous présente pas l'AFNOR, qui est un organisme d'État. Et le maillage de ce masque bleu chirurgical fait 0,32 microns, alors qu'un virus de ce type fait, des types coronavirus, grippaux, etc., fait entre 0,06 et 0,12 microns. Donc, le virus passe à l'aise, blaise, comme on dit, à travers ce masque. En fait, ce port du masque ne sert strictement à rien. Ce masque sert uniquement à un chirurgien quand il va opérer un patient et dans un milieu stérile, vraiment. C'est juste à quoi sert ce masque. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la quasi-totalité du personnel soignant s'est engouffrée à faire porter ce masque aux soignants déjà, au personnel soignant et aux malades aussi dans les hôpitaux. Mais quand on obéit à une doxa gouvernementale, quelquefois, il n'y a pas de limite à l'absurdité. Alors ensuite, on a eu droit à des choses quand même assez incroyables, style couvre-feu. Alors c'est quand même incroyable quand même qu'un couvre-feu puisse enrayer un virus. Il faudra qu'on m'explique. Moi, je ne sais pas. Les gens travaillent dans la semaine, donc je n'ai toujours pas compris pourquoi un couvre-feu pourrait enrayer un virus de façon assez systématique, d'autant plus que la nuit, les gens dorment. Ensuite, on a eu droit, souvenez-vous, on a eu droit aussi à des choses incroyables comme les plages dynamiques. Ah oui, alors ça, c'était super intéressant. Ça veut dire qu'il y avait même des retraités zélés, là, sur les plages de l'Hérault, un peu partout, dans le Var, etc., qui arpentaient les plages parce que les plages étaient devenues des plages dynamiques. Ah, il fallait marcher, on ne pouvait plus s'asseoir pour pique-niquer. C'était très simple. Si vous marchiez, le virus passait au-dessus, en dessous ou à côté. Mais dès que vous vous asseyez, paf, on se prenait le virus en pleine poire. Et surtout un PV par les forces de l'ordre, s'y passait par là, ça coûtait quand même 135 €. C'était pas perdu pour tout le monde. Alors ça, dans le ridicule, c'était quand même ça. On a franchi certaines étapes. Ensuite, on a eu droit à des choses tout aussi farfelues, plus grave émanant d'un certain professeur Delfrécy, je vais pas écorcher son nom, mais j'aime bien quand même l'écorcher un peu, qui lui, quand même, à la fin du mois ça devait être à la fin de l'année 2020, alors si ma de mémoire, ça devait être en novembre 2020, il s'est quand même fendu d'une déclaration avec un journaliste du Point,
Donc ça, c'est vérifiable. Et il disait, alors là, quand même, c'était le grand patron du conseil scientifique. Et là, ce qui était très intéressant, c'est qu'il s'est exprimé en gros en ces termes. Alors oui, il y a des cas, je les vois dans la rue, je sais, on ne peut pas le mesurer vraiment, mais moi j'arrive à le mesurer. Il y a à peu près 100 000 cas par jour de Covid-19. Alors il y a les cas, bien entendu, qui ont été dépistés, on le sait, puis il y a les cas asymptomatiques, et puis il y a les cas aussi non déclarés, mais qui vont ensuite être déclarés Covid. Waouh! Et le gars, il était à la tête du conseil scientifique et on se dit, ouh, là, ça devient de plus en plus grave. Alors, le journaliste, en bon journaliste de médias mainstream, ne l'a absolument pas retoqué. Ça aurait été moi, je l'aurais retoqué de suite. J'aurais dit, attendez, vous plaisantez ou quoi? Vous avez mis une boule de cristal pour... C'est bien, vous passez dans la rue et vous arrivez à déterminer que le gars, il a le Covid ou pas, et que s'il l'a pas, mais qu'il va l'avoir. Enfin bon, bref, c'était d'une élucubration incroyable, sauf qu'il était à la tête du conseil scientifique, piloté par Emmanuel Macron et sa cohorte de ministres. Alors c'est quand même assez étonnant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu droit aussi comme délire? Ah oui, on a eu droit au professeur Salomon aussi. Si vous vous souvenez, ça devait être fin 2020. On était à l'approche des fêtes de Noël et là, il s'est fendu d'une déclaration fantastique sur une des radios. Il a dit, voilà, Noël approche. Alors, pour sauvegarder papy-mamie, vous allez les envoyer dans la cuisine manger la bubuche pendant que le reste de la famille va rester dans le salon et fêter Noël. Waouh! Émanant d'un professeur de médecine qui s'est tapé 10-12 ans d'études quand même dans des facultés, j'ai trouvé ça assez incroyable. Et tout ça, ça passait crème. Ça passait crème, les médias mainstream, laissez passer. Après, on a eu droit au vaccinodrome, si vous vous souvenez. Je trouvais ça étonnant. Il y avait une file de voitures. Alors les conducteurs ou conductrices baissaient la vitre et bon, il y a une infirmière qui leur enfonçait l'aiguille dans l'épaule. Oh, et là, allez vous garer un peu plus loin. Et puis, franchement, si ça va pas, eh ben, venez nous voir. Le gars, il sortait ou la dame sortait. C'était bien. Je me suis toujours demandé comment on pouvait accepter ce genre de rétorsion, mais enfin, ça a marché. Et puis, enfin, qu'est-ce qu'on a eu droit aussi? Ah oui, on a eu droit aussi à un autobus qui sillonnait Paris, et je crois les grandes villes de France, c'était marqué « Ça va, ça vaxe ». Waouh! Avec et le tout sponsorisé par une radio assez pourrie qui s'appelle Skyrock. Donc, enfin voilà, on a eu droit à ça. On a eu droit à toute cette cohorte un peu de choses assez incroyables, sans compter le zèle des forces de l'ordre, qui jouaient dans les Vosges, par exemple. Ils n'hésitaient pas à prendre l'hélico pour aller traquer les vilains randonneurs, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'aller se balader dans les forêts. C'est vrai que répandre le virus dans les forêts des Vosges, ouais, c'est vrai que c'était évidemment une vision insoutenable de la propagation d'une maladie. Enfin bon, bref, passons. Bref, cerise sur le gâteau, on a eu droit à Jean Castex aussi quand il était Premier ministre. À un moment donné, souvenez-vous, il a fait une déclaration infernale aussi. Il a dit alors prendre le café debout dans un bar, c'est interdit. C'est mortel. Oh, vous prenez le virus. Oh, mon Dieu. Mais le boire assis, vous pouvez, c'est inoffensif. Ça aussi, je trouve ça très intéressant. Le virus passe. Assis, il passe. Debout, il passe plus. Vous le prenez en pleine poire. Et là, pas de bol pour vous. Vous allez vous déclencher le Covid. Bref, si on analyse tout ça... on se dit quand même comment une majorité de gens a-t-elle pu accepter ça? Et c'est quand même assez incroyable. Alors, il faut comprendre qu'au-dessus de tout ce cirque, parce que c'est vraiment un cirque, il y a l'OMS. L'OMS, c'est une organisation internationale, comme vous le savez. C'est l'organisation morbide de la santé, mondiale de la santé, pardon. Mais j'aime bien le terme morbide à la place, je trouve que c'est beaucoup plus approprié. Et c'est une organisation qui est déjà dirigée par un directeur qui est un criminel, en la personne de Tedros, je ne sais plus quoi, d'ailleurs, j'arrive jamais à me souvenir de son nom, mais peu importe. C'est un criminel, il faut le savoir. En 2018, l'OMS s'est fendue par le biais d'un de ses cadres norvégiens d'une déclaration tout à fait étrange. Ce haut cadre norvégien, en 2018, a déclaré ceci. Il a dit, voyez, nous allons avoir bientôt une maladie X qui va déferler sur la planète et qui va être mortelle pour les 3/4 de la population terrestre. Une telle déclaration venant de la part d'une organisation qui se veut une organisation scientifique, ça relève de la science-fiction, c'est très surréaliste.
Pire, l'OMS a osé classer dans une liste Blueprint. Alors une liste Blueprint, vous pourrez vérifier sur Internet. C'est une liste que fait l'OMS pour lister les différents virus, les différents périls qui menacent notre santé. Et donc, dans une liste Blueprint où vous avez donc le virus, le Marburg, etc., et tous les autres virus, vous avez la maladie X. Ils l'ont inscrite donc dans la liste Blueprint, dans une de leurs listes Blueprint. Ça aussi, vous vous dites, mais c'est quand même incroyable de proférer de telles inepties. Alors, à moins que ce haut de cadre norvégien ait eu aussi une boule de cristal en sa possession, c'était impossible de prévoir, et c'est d'ailleurs pas de mise de prévoir qu'une épidémie va s'abattre sur la planète. Des épidémies, il y en a toujours eu, hein. C'est pas un phénomène nouveau. Et en mars 2020, Tedros, je ne sais toujours plus quoi, son nom, j'y arrive pas, le directeur donc, de l'OMS s'est fendu aussi d'une déclaration intéressante. Il a dit, voilà, de toute façon, nous rentrons dans une ère d'épidémie, de pandémie, d'épidémie, bref, ça n'en finira pas. Alors, tout ça pour vous dire que alors pour l'instant, il nous embête un peu avec des histoires de variants. Il y a un énième variant qui arrive. À un moment donné, il y a eu des variants. Maintenant, il y en a d'autres. Oui, le propre d'un virus, c'est de muter en général. Et plus il mute, et moins il devient dangereux. Mais enfin, bon, ça, apparemment, c'est trop simple. Donc, et ce n'est pas accepté. En revanche, ils vont bien entendu, et ça risque de nous retomber sur le nez. Pas forcément la Covid-19, parce que je pense qu'ils ont été un petit peu au bout. En revanche, ils peuvent très bien nous sortir dans quelques temps un autre virus et nous recommencer avec un délire sanitaire. Ça, c'est bien évidemment, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Entre-temps, ils nous ont fait le coup d'une récession énergétique. Après Covid, il fallait bien continuer à essayer de mettre la tête sous l'eau de la majorité de la population. Donc, ils nous ont fait le coup de la récession énergétique. Souvenez-vous, l'hiver dernier, ils nous ont fait le coup des pictogrammes à la télé. Rouge, il ne faut plus chauffer, donc il faut se les geler. Orange, on ne sait plus trop s'il fallait chauffer ou s'il fallait se cailler dans les appartements ou dans les maisons. Et vert, alors là, oui, là, vert, vous pouvez consommer, c'est sans problème. Après, ça a disparu. Et maintenant, on a droit au grand cirque maintenant du réchauffement climatique, parce que c'est vraiment aussi un grand cirque. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que le Covid-19, c'était un peu un sommet de l'iceberg, oui, c'est un sommet de l'iceberg, parce que, et c'est là que je vais passer à la deuxième partie donc, de ce que j'ai à vous dire, c'est le sommet de l'iceberg parce que ça fait partie, le Covid-19, comme le climat, comme la malbouffe, comme la finance internationale, comme les réseaux pédocriminels, comme tout un tas d'autres choses, ça fait partie de ce qui est voulu par l'oligarchie financière mondiale apatride. Cette espèce d'oligarchie financière mondiale apatride que je traite donc dans mon dernier livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Les démasqués qui dirigent réellement le monde », en fait, utilise tout un tas de vecteurs pour saper et pervertir tous les fondements de nos sociétés, que ce soit au niveau culturel, social, industriel, religieux, etc., etc. C'est si vrai que si aujourd'hui on en est arrivé à, je dirais, à une déliquescence de plus en plus évidente de notre société, et pas qu'en France, je parle ici des sociétés occidentales, et ça commence à toucher l'Asie aussi, c'est parce que cette espèce d'oligarchie mondiale financière pousse par tous les côtés pour essayer de pervertir et de faire dégénérer nos sociétés. Alors, qui sont ces gens ? C'est la bonne question. Alors, avant que je vous le dise, je fais durer un peu le suspense, excusez-moi, mais j'aime bien faire durer un peu le suspense. Il faut quand même que je vous parle de la grande finance internationale parce que ça mérite quand même quelques explications. C'est le premier chapitre de mon livre. Et je traite, parce qu'il y a deux grands fléaux sur cette planète, il faut le savoir. Il y a deux grands fléaux, c'est la finance internationale et les réseaux pédocriminels. Ça, c'est les deux grands fléaux. Alors, je vais traiter du premier. Je traite des deux sujets dans mon livre, ça c'est clair. Maintenant, je vais traiter un petit peu, je vais vous expliquer un peu cette affaire de finance internationale. Il y a, depuis 3-4 décennies, quelques monstruosités financières qui ont vu le jour. Vous les connaissez tous, je pense. En premier, c'est BlackRock. En deuxième, c'est Vanguard. En troisième, c'est State Street. Et il y en a quelques autres derrière. Quand je parle que c'est depuis 3-4 décennies, parce qu'avant, on n'en entendait pas vraiment parler, et ça devient de plus en plus présent et omniprésent. Alors, je vais commencer par la première entité qui s'appelle BlackRock.
BlackRock, déjà, le nom ne me plaît pas. Moi, la Roche Noire, vous savez, la Roche Noire, c'est pas de très bon augure. Et là encore, c'est choisi. C'est pas choisi au hasard, comme slogan. Enfin, comme logo, plutôt. BlackRock, c'est quoi? C'est 12 000 personnes. C'est pas si énorme que ça. C'est ce qu'on appelle en anglais un hedge fund, donc un fonds d'investissement. C'est quoi un fonds d'investissement? Pour faire court, ce sont des gens qui, en fait, prennent des parts dans des sociétés, non pas pour les faire fructifier, mais pour mieux les piller et pour mieux engranger les bénéfices. Voilà, je fais très synthétique, mais vous aurez plus de détails dans mon livre, parce que je ne veux pas monopoliser tout le temps de parole. Faut savoir que BlackRock gère aujourd'hui à peu près 4 900 milliards d'actifs sur la planète, ce qui est déjà énorme. En prévision, en 2028, pardon, BlackRock gérera à peu près 20 000 milliards d'actifs. C'est assez énorme, même moi, je n'arrive pas à aligner les zéros. Ça veut dire quoi? Qu'ils posséderont la quasi-totalité des entreprises internationales dans le monde entier en 2028. À part, excepté peut-être quelques entreprises russes ou chinoises et quelques entreprises des BRICS. Tout dépend comment le vent va tourner. Bon, là, on n'a pas trop le temps de développer ce sujet, mais je pense que vous savez tous que nous sommes à la croisée des chemins aujourd'hui, c'est-à-dire en ce moment, c'est une guerre entre le monde unipolaire voulu par les Américains et l'Europe et Israël et la Turquie et quelques pays inféodés aux US, et le monde multipolaire voulu par les BRICS. Donc, qui va l'emporter? Moi, je vais vous dire de suite que mon vœu le plus cher, que ce soit le monde multipolaire voulu par les BRICS, parce qu'au moins, ce ne sont peut-être pas des saints de l'autre côté, mais de toute façon, personne n'est un saint dans cet univers. Mais au moins, on va respirer un peu mieux, sorti du giron américain et du dieu dollar. Alors, j'en reviens à BlackRock. Donc, BlackRock, pour l'instant, règne en maître. BlackRock, ils ont la totalité des médias américains. Ils possèdent tous les médias américains. Ils ont des participations dans toutes les grandes entreprises américaines. Ils sont actionnaires du CAC 40, de toutes nos entreprises du CAC 40. Ils sont actionnaires de pratiquement toutes les sociétés occidentales. Je parle des grosses sociétés ici, bien entendu. BlackRock, donc, pour vous donner un exemple simple, comment BlackRock peut agir. Imaginez BlackRock, même s'ils ont 10-15% des parts d'une société, ils sont les maîtres du jeu. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une entreprise, prenons l'exemple d'une entreprise X dirigée par un PDG, imaginons un conseil d'administration, une réunion du conseil d'administration. Donc vous avez le PDG, le conseil d'administration et le représentant de BlackRock. Si le PDG dit effectivement, vous savez, les buts et objectifs de notre société cette année, ça va être d'aller, admettons, dans cette direction-là. À ce moment-là, si l'émissaire de BlackRock est présent, dit non, nous, je suis désolé, les buts et objectifs pour BlackRock, c'est d'aller de l'autre côté. À ce moment-là, le PDG a deux choix. Soit il dit oui, auquel cas le problème est réglé, soit il dit non, et à ce moment-là, l'émissaire de BlackRock va lui dire c'est bien gentil, vous ne voulez pas, mais nous, alors à ce moment-là, on retient nos billes. Mais quand vous retirez 15% de milliards d'euros, il est bien évident que la société de l'autre côté va commencer ça va devenir une entreprise qui va vaciller. À ce moment-là, le PDG, souvent, il dit bon, d'accord, ok, on va faire comme vous décidez. Et c'est comme ça que BlackRock a la main mise sur les entreprises. Ensuite, BlackRock, et je vais en terminer avec BlackRock, c'est 5000 ordinateurs branchés en réseau, dirigés par 2000 personnes de chez BlackRock. Alors, ces 5000 ordinateurs sont dans des lieux tenus secrets aux États-Unis. Je pense on sait à peu près qu'ils sont près du fleuve Missouri ou Mississippi. Je ne me rappelle jamais lequel, désolé. Mais en tout cas, ces 5000 ordinateurs font la pluie et le beau temps sur les bourses internationales. C'est-à-dire, ils écrèment, ce sont des robots, ils écrèment. Chaque petite hausse de leur bourse, ils écrèment, ils engrangent. Comme il y a des milliards d'euros en jeu, automatiquement, ils engrangent des milliards d'euros. Et dès qu'il y a un peu la moindre baisse, ils se débrouillent pour que ça ne leur porte pas préjudice. Donc ça fausse aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, toutes les bourses internationales sont faussées par ces ordinateurs, ces super ordinateurs BlackRock. Voilà, ça c'est BlackRock. Alors, derrière, vous avez une entreprise intéressante qui s'appelle Vanguard. Vanguard, en français, avant-garde. Alors c'est pareil, avant-garde de qui, de quoi, pourquoi ?
Eh ben de qui, de quoi, pourquoi, voilà, ça va être intéressant. C'est là où ça devient très, très, très intéressant. Ça veut dire que si vous regardez dans Wikipédia, un Wikipédia qui n'est pas d'une source fiable, mais dans ce cas-là, oui, qui est le conseil d'administration de Vanguard, on y trouve un aéropage de gens qui ont des CV longs comme le bras, ils sont bardés de diplômes, mais dont les noms ne vont rien vous apprendre. En revanche, qui détient Vanguard? Eh bien, ce sont les 13 grandes familles les plus riches du monde, à savoir, vous en connaissez au moins 2 d'entre elles, puisque si je vous dis Rothschild et Rockefeller, bien entendu, vous les connaissez. Maintenant, si je vous dis qu'il y a la famille Orsini, déjà, vous allez peut-être certainement moins connaître. Il y a donc la famille Orsini, il y a la famille Vanderbilt, il y a les Bush, eh oui, ils sont là, la famille royale d'Angleterre, la famille Dupont, Dupont de Nemours, pas les frères Dupont et Dupont dans Tintin, hein, la famille Dupont de Nemours, on est bien d'accord, et quelques autres. Donc là, vous avez les 13 familles les plus riches du monde, mais vous n'en entendez quasiment jamais parler. Vous savez, elles sont derrière, mais presque, je dirais, pour employer une métaphore, elles décollent les papiers peints des murs. C'est qu'elles passent. En revanche, vous entendez parler plus de leurs valets et de leurs serviteurs ultra friqués, tels que Bill Gates, George Soros ou les patrons des GAFAM, hein, Google, Facebook, Amazon, etc. Eux, ce sont les valets ultra friqués qui prennent leurs ordres directement de cette oligarchie financière mondiale apatride. Alors, comme je l'ai dit, ils sont apatrides, ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas de religion, à part, pour certains d'entre eux, pas tous, une espèce de religion satanique. Ils sont, pour certains d'entre eux, adeptes des réseaux pédocriminels, Sikh, la famille royale d'Angleterre, par exemple. Mais ils ne sont pas tous forcément adeptes des réseaux sataniques et des réseaux pédocriminels. Mais en partie, oui. Alors, ce qui est intéressant avec Vanguard, c'est que même si vous êtes riche à milliards, vous ne pourrez pas acheter des actions de chez Vanguard parce que Vanguard n'est pas coté en bourse. C'est malin. Ça veut dire que ces 13 grandes familles n'ont pas coté Vanguard en bourse pour éviter effectivement que des capitaux étrangers rentrent dans Vanguard et puissent revendiquer effectivement une certaine opinion ou certains buts et objectifs. En fait, vous ne pouvez rentrer dans Vanguard que si vous êtes coopté par ces 13 grandes familles. Évidemment, Vanguard, devinez, ils sont actionnaires de BlackRock, bien entendu. Donc, ils ont la main mise sur BlackRock. Et ils ont la main mise aussi sur les autres fonds d'investissement, puisque le troisième derrière s'appelle State Street. Alors lui, c'est le petit dernier. Il ne gère que 3 000 milliards de dollars par an. Oh, c'est une bagatelle, quoi. On va me dire qu'est-ce qu'on peut faire contre eux, mais ça, je répondrai à la question un petit peu plus tard. Alors, par ce biais-là, évidemment, ils ont l'argent et ils ont les moyens derrière. Maintenant, ils se sont heurtés à une certaine résistance depuis les Gilets jaunes, d'ailleurs. Je parle pour la France parce que ça a contaminé, dans le bon sens, contaminé cette fois-ci, quelques pays d'Europe. Et depuis cette crise Covid, ils ne s'attendaient pas à une telle résistance de la part dans beaucoup de pays. Donc ça leur met des bâtons dans les roues. Comme quoi, il faut toujours résister, il faut toujours le faire savoir. Alors le problème, c'est qu'en dehors de la finance internationale, ils polluent réellement nos sociétés et toutes nos valeurs. C'est toute la poussée wokiste, LGBTQ+, etc., et toute la poussée éducation sexuelle pour nos enfants, même à la maternelle, entre 1 an et 4 ans, et d'obliger à ce que nos bambins aient des cours soi-disant d'éducation sexuelle et puis choisissent aussi leur identité sexuelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est poussé par cette oligarchie. C'est poussé au travers, ils ont pris comme référence, c'est normal, ils ont pris un cinglé comme référence, il s'appelle Kinsey. Et Kinsey, c'est un malade mental, un américain, qui était un éleveur de guêpes. Alors ça aussi, je le documente dans mon livre, c'était très intéressant. Et cet éleveur de guêpes, je ne vais même pas vous dire ce qu'il s'infligeait à lui-même, vous avez qu'à lire dans Wikipédia. Mais moi, je n'aurais pas pensé qu'on puisse s'infliger de telles choses. Bon, bref. Et ils ont pris ce gars-là comme référence même pour pousser cette éducation sexuelle, cette soi-disant liberté sexuelle. En fait, c'est poussé insidieusement dans notre société. Le drame, c'est que
Nos gouvernants, bien évidemment, comme ce sont les bons petits soldats de cette oligarchie, l'appliquent à tout va. Mais ce qui m'étonne quand même aujourd'hui, c'est qu'un bon nombre de parents d'élèves n'ont pas l'air de se poser des questions, enfin de parents d'élèves et de parents d'enfants. Et moi, je sais pas, j'aurais des enfants là aujourd'hui en bas âge, je me poserais quand même beaucoup de questions. Quand on voit le niveau aujourd'hui de l'éducation nationale, quand on voit cette perversion et quand on voit que en fait Pape Ndiaye, notre ministre là de l'éducation nationale, qui a été recyclé comme ambassadeur d'ailleurs au Conseil de l'Europe, semblait plus préoccupé de ce qui se passe en dessous de la ceinture que de faire enseigner correctement les mathématiques et la langue française et autre chose d'ailleurs dans les écoles. Effectivement, on voit bien que cette gangrène se multiplie. Et cette gangrène se multiplie parce que c'est toujours poussé, comme je l'ai dit, par cette oligarchie pourrie. Voilà, je vais lire le terme. Donc, ça, c'est au travers... Alors, il pousse aussi au travers de la santé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Covid-19, c'est pas arrivé par hasard. Ils l'ont poussé, bien entendu. Ils l'ont poussé parce qu'ils sont actionnaires aussi. BlackRock est actionnaire de Pfizer, de Moderna et d'AstraZeneca, là, et des autres labos. Donc, si vous voulez, c'est un espèce de grand cercle. Hein. C'est comme un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tout est contrôlé. Alors, ça peut paraître fou, mais c'est néanmoins vrai. Et tout ce que je vous dis là est documenté, sourcé. Hein. C'est pas quelque chose que j'invente. C'est sourcé, documenté. C'est effectivement dans mon livre. J'ai passé 1 an et demi à assembler ces preuves. Je les ai décortiquées patiemment. À un moment donné, c'était même un petit peu lourd. Mais voilà. Alors, ils agissent aussi, donc je vous l'ai dit, sur le climat, sur l'éducation sexuelle, sur les finances internationales, sur la malbouffe aussi, parce que qui dit malbouffe, quand on parle de malbouffe, c'est pas uniquement McDo, KFC, c'est que si vous vous amusez-vous un jour dans un supermarché à prendre toutes les charcuteries, par exemple sous blister. Vous serez très étonné de la composition, il y a du sucre de partout. Mais de partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands groupes agroalimentaires, il y en a 3 ou 4 sur la planète, hein, ils ne sont pas si nombreux que ça, mettent du sucre absolument de partout. Mais ce n'est pas anodin, parce que plus vous mettez du sucre, plus ça abîme la santé. Trop de sucre égale une santé de plus en plus déficiente, égale aussi des problèmes de surpoids. Il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes de surpoids. C'est parce qu'à force de manger du sucre, et quelquefois, même sans le savoir, parce qu'au-delà du gâteau qu'on va s'acheter dans une pâtisserie, comme je viens de le mentionner, il y a du sucre partout. Mais à force d'absorber du sucre dans des quantités assez fortes, et bien entendu, il y a un problème de surpoids. Qui dit problème de surpoids dit problème de diabète, souvent. Et qui dit problème de surpoids et de diabète dit médicaments. Oh ben mon Dieu, on se fait soigner par les laboratoires aussi. Et donc, vous voyez, c'est un cercle, c'est-à-dire malbouffe, soins médicaux, on paye, etc. Bref, c'est vraiment un cercle vicieux. Alors, cette idéologie, quelle est l'idéologie de cette oligarchie financière mondiale apatride? Ils suivent beaucoup un monsieur qui s'appelait Léo Strauss. Rien à voir avec Johann Strauss, celui qui faisait de la musique classique. Lui, au moins, c'est un musicien sympa. Léo Strauss, c'était un Allemand qui a émigré ensuite aux États-Unis et qui a fait surtout un enseignement oral. C'est-à-dire qu'il n'a pas écrit grand-chose. Mais en réalité, lui, il disait, en gros, je vais synthétiser, mais c'est relaté aussi dans mon livre un peu plus longuement, il disait, voilà, une démocratie, on ne peut absolument pas faire confiance à une démocratie. Rien de tel que pour contrecarrer une démocratie que de créer sa propre dictature. Sympathique. Et bien évidemment, cette oligarchie financière mondiale s'est engouffrée derrière Léo Strauss en lui obéissant quasiment au doigt et à l'œil. Voilà à peu près. Alors, ce qu'il faut comprendre avec cette oligarchie, c'est que même si ces gens vous semblent normaux, ils ne le sont pas. Ce sont des psychopathes.
même s'ils ont un costume 3 pièces, même s'ils paraissent logiques, ils ne le sont pas. Ils sont absolument pas altruistes, ils n'aiment pas l'humain, ils ont plutôt envie de détruire une majorité de la population. Et c'est si vrai que depuis 3-4 décennies, si cette oligarchie mondiale voulait vraiment faire quelque chose sur la planète pour éradiquer la faim, pour éradiquer la pauvreté, l'illettrisme et la criminalité qui malheureusement marchent de pair avec la pauvreté et l'illettrisme, bien évidemment qu'avec les milliards de dollars qui s'échangent chaque jour sur la planète, il est bien évident que tous ces fléaux auraient été éradiqués depuis longtemps. Or, de plus en plus de fondations sont créées par cette oligarchie, ça fait usine à gaz, vous savez, c'est des bons paravents, pour dire oui, on fait quelque chose pour lutter contre la faim dans le monde, mais moi, depuis quand je compare les chiffres à 3-4 décennies en arrière, il y a toujours sur la planète 9 millions de gens qui meurent de faim et 875 millions de gens qui souffrent de malnutrition. Donc, si ces gens-là étaient vraiment des altruistes, ça fait longtemps qu'ils auraient fait quelque chose. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que c'est difficile à comprendre, mais les véritables ennemis de la population terrestre, c'est cette oligarchie et ceux qui lui obéissent. Parce qu'au-delà, bien évidemment, de cette oligarchie, il y a tout un tas de chéfaillons, que ce soit en France ou ailleurs, qui leur obéissent au doigt et à l'œil. Et sans ces chéfaillons, bien évidemment que la mayonnaise, la sauce ne prendrait pas. Donc ils ne sont pas uniquement les responsables. Ils sont aussi, ceux qui les suivent sont responsables. C'est si vrai qu'au niveau responsabilité, je vais donner un petit exemple très vite, quand il y a eu cette crise Covid, moi ce qui me scandalisait aussi, c'est de voir des commerçants qui se croyaient intelligents en mettant des affiches ouvertes dans le respect des règles sanitaires. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire que tu sois ouvert dans des règles sanitaires? On voit bien que tu es ouvert, on s'en fout de savoir si tu respectes les règles sanitaires. Ça aussi, vous voyez, c'est ce que j'appelle du lèche-bottisme, ça. Ils ne sont pas obligés de faire ça. Comme ils n'étaient pas obligés d'afficher « nous sommes un commerce essentiel ». Je dis sympa. Un jour, j'ai dit c'est un commerçant sympa pour celui qui, soi-disant, ne l'est pas. Bon, bref. Parce que de temps en temps, j'ai pas ma langue dans ma poche aussi. Et donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'en conclusion, et après je vais laisser la parole à mon ami Philippe Aymar, à moins qu'il y ait des questions entre-temps, ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, on va me dire qu'est-ce qu'on peut faire à tout ça. Mais je pense que chacun d'entre nous, et si vous êtes là, c'est que vous le faites déjà, c'est que chacun d'entre nous, on peut dire non. On n'est pas obligé d'obéir à des ordres stupides. C'est-à-dire que quand vous sentez, quand vous voyez, quand vous savez que vous avez les preuves en main que les ordres qui dégringolent du gouvernement là-haut sont des ordres stupides et qui vont à l'encontre de la survie, vous avez tous le pouvoir de dire non. Merci. Donc voilà, ben c'est bien, je vais arrêter là d'ailleurs, et je pense que mon temps imparti voilà, vient de se terminer. Merci à vous pour votre écoute. Merci, Monsieur Janvier.